Ces derniers jours, les socialistes ont désigné leur nouveau secrétaire national. Réunis à Nancy, ils ont tenté de fixer la ligne à venir du parti, un moment passé plutôt inaperçu, mais important pour un PS en perte de vitesse. Depuis la fin du 19e siècle, ces congrès rythment la vie politique française. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Socialistes, les années congrès, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 2, 1979, Metz et la deuxième gauche. À Nancy ce week-end, les déclarations devant les militants se sont succédées pour clore le 81e congrès du PS. Le score de l'élection du premier secrétaire, donnant Olivier Faure vainqueur avec seulement 51% des voix, soulignait déjà les divisions au sein du parti. Mais les discours de dimanche dernier n'ont rien arrangé. Nicolas Mayer-Rossignol, l'autre finaliste, a pourtant commencé en parlant d'apaisement et de rassemblement. Mais le ton a rapidement changé. Refuser toute brutalisation, être fidèle au socialisme dans ce congrès, c'est non seulement dire et écrire, mais l'affirmer unanimement qu'il n'y aura pas, qu'il ne peut plus, sous aucun prétexte que ce soit, ni au plan national, ni au plan local, ni en cas de dissolution, d'alliance avec la France insoumise. Dans le public, certains se lèvent pour applaudir, d'autres tapent sur la table pour montrer leur soutien aux propos du maire de Rouen. Mais ailleurs dans la salle, on est resté assis et on siffle même le discours. La tension est palpable et elle ne fait que s'accentuer quand le député Jérôme Guedj prend la parole, évoquant Jean-Luc Mélenchon, dont il a longtemps été proche. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû dire de l'homme que j'ai aimé profondément qu'il est devenu un salopard antisémite. Le chef de file des socialistes a alors tenté de reprendre la main. J'entends que parfois, certains ont la tentation de faire de ce congrès un référendum pour ou contre LFI. Tant qu'ils auront pour unique obsession LFI, ils ne feront que témoigner de la domination psychologique que la gauche radicale exerce sur eux. Mais qu'importe, les tensions sont là et bien visibles, loin du rassemblement espéré pour ce congrès. Durant les années 70, François Mitterrand installe sa présence et celle du PS dans le paysage politique français. Et en 1974, la présidence bascule. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. François Mitterrand se présente donc à l'élection présidentielle, comme son statut de premier secrétaire du parti lui assure. Mais il échoue au second tour face à Valéry Giscard d'Estaing, et durant cette décennie, le contexte politique et économique va changer et influencer l'avenir du Parti socialiste, comme le raconte l'historien Gilles Candard. On pourrait penser qu'après tout, les conditions ne leur sont pas si défavorables. Alors, peut-être un peu cynique de dire des choses ainsi, parce que autant à Épinay en 71, on était dans la dernière période, mais on ne pouvait pas savoir à l'époque que c'était la dernière période. Évidemment, on ne connaît les choses que lorsqu'elles se réalisent. Des années de croissance, autant 79, ça y est, la crise économique, après 73, s'est déployée, le chômage est devenu une réalité tangible, l'inflation aussi, ce sont des années difficiles. Ces 3 dernières années, les charges ont augmenté de 22% par an, près de 3 fois la hausse des loyers, selon une enquête des agents immobiliers qui prévoit une hausse des charges de 30 à 50% cet hiver. Donc le président Giscard d'Estaing, qui était un jeune président, même s'il avait été longtemps aux manettes de la politique financière, sous le général de Gaulle et sous Georges Pompidou, qui s'était engagé dans un programme, disons, de réforme de la société française, avec la majorité à 18 ans, avec la promotion des femmes aussi, avec la réforme aussi de l'avortement, avec Simone Veil. Le président Giscard d'Estaing avait dû affronter ces difficultés économiques et pour cela, il avait eu recours au Premier ministre, ancien professeur d'économie Raymond Barre, qui avait essayé évidemment d'appliquer un programme qui à l'époque est considéré comme très austère. Cette situation pourrait sembler en faveur de la gauche et des socialistes, alors dans l'opposition au gouvernement de droite de Jacques Chirac. Parce que ça offre des tas de perspectives
à l'opposition, eh bien, ça complique un petit peu les choses parce que l'opposition sent qu'elle a des chances de pouvoir arriver au pouvoir et c'est pas tout d'arriver au pouvoir, il faut savoir qui va exercer ce pouvoir et dans quelle position de force. Donc il y a une rivalité très très forte qui existe entre socialistes et communistes. Contrairement à ce qu'était l'engagement qui avait été pris entre le Parti socialiste et nous, dans le constat que nous avions fait à la fin de 70, François Mitterrand n'a signé le programme commun comme un moyen d'affaiblir le Parti communiste français. Enfin, les communistes ont voulu dicter un petit peu l'actualisation du programme commun aux socialistes, qui ne se sont pas laissés faire, alors que la gauche pouvait sembler en bonne position pour l'emporter après son grand succès au municipal de 77. Jamais il y a eu autant de villes dirigées par la gauche qu'après 77. C'était vraiment un très grand succès municipal qui n'a jamais été aussi important depuis. Eh bien, en 78, ça n'a pas été la même chose. Les socialistes et les communistes sont beaucoup entre-critiqués. Je me souviens d'ailleurs, il y avait des affiches communistes assez nombreuses qui insistaient sur le fait, avec la gauche, il y aura des ministres communistes. C'était subtil, parce qu'à la fois, c'était pour montrer la force du Parti communiste. C'était aussi pour montrer à l'électorat, disons, de centre-gauche qui pouvait hésiter entre des giscardiens et la gauche. Attention, nous sommes là, nous avons pesé de tout d'autres poids. C'était pas fait pour vraiment rassurer l'opinion. Et donc, 78 avait finalement montré une reconduction de la majorité de droite, une majorité composite, parce qu'il y avait Giscard d'Estaing, Raymond Barre, mais il y avait aussi l'ancien Premier ministre de Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, qui avait fondé son parti, le RPR, et qui ne faisait pas mystère de son intention de remplacer le président Giscard d'Estaing. La compétition a donc lieu à droite entre les différents partis, puis à gauche entre les socialistes et les communistes, mais aussi au sein même du PS. François Mitterrand, en 1978, ce n'est pas qu'il est forcément si âgé que cela. Il a 62 ans, mais enfin, il est dans la politique depuis la Libération. Il a été donc 11 fois ministre de la 4e République. Il a été candidat en 65, il a été candidat en 74. Ça n'a pas marché. Là, la majorité vient de perdre les législatives. Il y a justement quelqu'un qui se verrait bien incarner le renouveau, la modernité, le socialisme moderne réconcilié avec l'entreprise, avec l'économie. C'est l'ancien secrétaire national du PSU, Michel Rocard, qui avait loupé un peu le coche, il faut bien le dire, de l'unité socialiste, puisqu'il n'était pas à Épinay, il n'était pas sur la grande photo de famille de rassemblement. Mais bon, depuis, il avait essayé évidemment de rattacher son wagon au train de l'unité socialiste. L'élection présidentielle anticipée de 74 par la mort de Pompidou lui avait permis de rallier le camp de François Mitterrand, candidat commun de toute la gauche. Michel Rocard, eh bien, s'était posé au début comme dauphin, héritier. Et puis, vous savez ce que c'est que les dauphins et les héritiers. Ils ont tendance parfois à vouloir devenir calife à la place du calife de manière que les califes jugent prématurés. Michel Rocard n'avait pas caché au moment de 78 que maintenant c'était son heure et qu'il fallait donc que le socialisme prenne un visage jeune, moderne, dynamique. Le congrès de Metz en avril 1979 va donc appeler les socialistes à trancher entre la tradition de François Mitterrand et le renouveau de Michel Rocard. Et cette fois, seul le PS est réuni. Les communistes et le reste des partis de gauche ne sont pas conviés, contrairement à Épinay 8 ans plus tôt. Quelques mois avant le congrès de Metz, je dirais, alors une petite pique, je pourrais peut-être me permettre sur les journalistes, certainement que dans la presse, on avait tendance à penser que ça y était, oui, depuis le temps qu'on supportait le vieux Mitterrand, ça y est, il allait se faire bouffer par l'Alliance des Jeunes. Pierre Mauroy est là pour assurer les cadres du vieux Parti socialiste, les municipalités, etc. Il incarne tout à fait cette tradition socialiste. Mais il n'arrive pas à entraîner avec lui tous les vieux cadres du Parti socialiste. Gaston Defferre, notamment, le maire de Marseille, n'apprécie pas beaucoup ce jeune lionceau Michel Rocard et il reste fidèle, lui qui est l'incarnation de la volonté d'alliance en principe des socialistes et des centristes, reste fidèle à une direction du parti par François Mitterrand.
Et Mitterrand va s'allier avec des tendances les plus à gauche du socialisme, du Parti socialiste, qui ont tendance à se méfier de Rocard, c'est-à-dire de nouveau le CRS de Chevènement qui avait pris ses distances, qui préfère Mitterrand à Rocard. Enfin, il y a un certain nombre de vieux cadres dont Gaston Defferre avec lui, et il s'allie à gauche avec Popren et Chevènement, qui voient en Michel Rocard une tentative, disons, de gauche à l'américaine qui ne voudra pas vraiment rompre avec le capitalisme. Donc on va avoir un beau congrès d'affrontements. Metz 1979, c'est l'occasion pour Michel Rocard de mettre en place sa vision du socialisme, ce qu'il appelle la deuxième gauche. Le socialisme, c'est une forme d'organisation de la société dans laquelle à la fois le pouvoir politique mais aussi le pouvoir économique sont démocratisés. Ce qui veut dire que les décisions doivent être prises aussi près que possible des intéressés, décentralisation, et ce qui veut dire que les intéressés doivent pouvoir peser dessus, les contrôler. Et cela dans le domaine de la vie publique, où ça commence déjà à se faire un peu, mais aussi dans celui de la production économique, où ce n'est pas le cas. Et ça pose le problème du contrôle collectif sur la gestion de la production. Michel Rocard avait prononcé un grand discours, alors je crois que c'était au congrès précédent, au congrès de Nantes en 1977, où il avait parlé de la culture des deux gauches. Il avait parlé de la culture des deux gauches en disant il y a une gauche jacobine, une gauche qui regarde plutôt du côté de l'État, Jules Guesde, de Guy Mollet, sous-entendu François Mitterrand. Et de l'autre, il y a une deuxième gauche qui est une gauche plus ouverte sur le syndicalisme, sur l'associatif, sur le partage. Enfin, on voit bien que c'est un dispositif que propose Michel Rocard, qui est un dispositif séduisant, entraînant. Ce congrès va s'avérer assez tendu, et cela va se retrouver dans le discours des deux prétendants au poste de premier secrétaire du PS, ainsi que ceux de leurs alliés, comme un certain Laurent Fabius, qui soutient François Mitterrand. Lorsqu'on défend et qu'on assume plus d'un siècle de socialisme, alors il est normal, même les plus jeunes d'entre nous, que beaucoup apparaissent à d'autres comme les représentants du troisième âge. Et nous acceptons volontiers ce qualificatif si le premier âge est celui de Jaurès, le deuxième âge celui de Blum et le troisième âge celui de François Mitterrand. Je dirais que le résultat du congrès de Metz, c'est donc la victoire du vieux lion. François Mitterrand a repris le contrôle de la situation et garde le contrôle du parti. Alors Michel Rocard compte sur l'appui de l'opinion pour se dire François Mitterrand, s'il va à l'échec, sera bien obligé de me laisser la place. Donc pour tout de même maintenir évidemment un certain nombre d'appuis et autres, il fait également un certain nombre d'efforts, notamment il dit « je ne serai pas candidat si notre premier secrétaire devait l'être ». Il espère qu'évidemment François Mitterrand sera amené à s'effacer, mais François Mitterrand, évidemment, qui, on le sait, en a connu d'autres, a bien l'intention d'imposer quand même sa candidature, même si elle ne paraît pas au départ naturelle. Il va la faire appeler de l'extérieur, puisque il voit bien qu'il est affaibli. Il ne faut pas qu'il ait l'air de se présenter parce qu'il voudrait se présenter ou parce que le Parti socialiste voudrait, mais il faut que ça vienne de la société, de l'opinion. Donc c'est comme ça qu'après le congrès de Metz, pour préparer 81, donc un appel de la société civile, ce qui fait que François Mitterrand pourra, en faisant d'ailleurs durer le plaisir exprès, afin de finalement d'user la potentialité d'une candidature à Michel Rocard. Donc François Mitterrand prépare les choses très bien. Et même s'il est moins marquant, ce congrès s'inscrit pour François Mitterrand et le PS dans la lignée d'Épinay. Alors, il est moins resté, évidemment, dans l'histoire, parce que c'est plus, je dirais, un congrès tactique. C'est un congrès qui permet à François Mitterrand de reprendre l'ascendant. En politique, il faut bien aussi faire de la tactique. Donc, effectivement, Metz peut rappeler à la gauche qu'il ne suffit pas forcément d'avoir raison d'un certain nombre de questions. Il faut réfléchir aussi aux dispositifs politiques concrets, pratiques, qui peut permettre de l'emporter. Au moment de Metz, ça a été finalement le lancement de la pré-campagne puis de la campagne présidentielle de 81. Eh bien, je dirais qu'au moment de Nancy 2025, c'est la réflexion sur le bon chemin pour conduire à la victoire en 2027 ou en 2032.
2 ans après ce congrès de Metz, François Mitterrand est élu président de la République. Il nommera même Pierre Mauroy Premier ministre et Michel Rocard fera partie de ses différents gouvernements. Quel parallèle peut-on dresser entre le congrès de Metz en 1979 et la situation de la gauche aujourd'hui ? Pour répondre, je retrouve Mathias Corasco, journaliste au service politique de l'Express, spécialiste de la gauche. Bonjour Mathias. Bonjour. Mathias, cette question de la bataille de succession, c'est un peu ce qu'on reproche aujourd'hui aussi au PS et au congrès de Nancy. C'est ce qu'on a reproché finalement, notamment quand Boris Vallaud s'est lancé dans l'aventure. C'était un peu un secret de polichinelle, ça faisait longtemps, il y avait une rumeur, Vallaud va y aller, etc. Finalement, il l'a fait, et la première réaction des soutiens d'Olivier Faure, c'était de demander pourquoi. Parce qu'effectivement, Boris Vallaud est sur la même ligne d'union des gauches qu'Olivier Faure. Et donc, tout de suite, la question s'est posée de pourquoi Boris Vallaud voulait remplacer Faure, si ce n'est pour le remplacer dans le temps, et peut-être pour 2027. Et finalement, en fait, dans ce congrès de Nancy, beaucoup l'ont regretté. Et d'ailleurs, Boris Vallaud l'a regretté lui-même, c'est qu'on a très peu parlé de fond, on a très peu parlé de ce que pensent les socialistes, quelle était la doctrine des socialistes. Et finalement, tous ces débats ont été éclipsés. Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol, qui sont les 2 finalistes de ce congrès, eux ont structuré la compétition interne autour de sujets purement stratégiques. D'un côté, on avait Olivier Faure qui plaidait pour une plateforme de gauche qui irait de Raphaël Glucksmann jusqu'à François Ruffin. De l'autre, on avait Nicolas Maillard-Rossignol qui accusait Olivier Faure de complaisance et peut-être de future alliance avec les Insoumis parce que lui, ce qu'il souhaite, c'est se tourner vers ce qu'il appelle les socialistes de l'extérieur, donc Bernard Cazeneuve, Benoît Hamon. Donc vous voyez que c'était ces 2 lignes de fracture qui se sont affrontées au détriment des idées. Mathias, l'illustration de ces divisions, c'est aussi le score de l'élection, très serré entre Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol. Oui, c'est totalement le cas. Je le rappelle, du coup, Olivier Faure a gagné à peine 51% des voix. Il a été talonné par Nicolas Maillard-Rossignol jusqu'au bout. Donc c'est un ordre de grandeur 49%, 51% des voix. Au Parti socialiste, où il y a 40 000 adhérents et 24 000 votants, ça fait à peu près 500 voix. Donc c'est rien du tout. On voit à quel point le parti est divisé autour de ces 2 questions, autour de la question stratégique, mais également autour de l'incarnation. En fait, Olivier Faure, ça fait 7-8 ans qu'il dirige le Parti socialiste. En 7-8 ans, on a le temps de se faire des ennemis, donc c'est une figure qui est très clivante au sein du parti, et beaucoup ont voulu, et je le dis comme tel, le dégager. Et de quand date une division telle que celle qu'on observe aujourd'hui ? L'acmé de toutes ces divisions, c'est Marseille, le congrès de Marseille en 2023, c'est un congrès qui se célèbre 1 an après la NUPES, donc l'alliance des socialistes, des écologistes, des communistes, sous l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon, et c'est une question qui a véritablement traumatisé toute une partie des socialistes. Et c'est autour de ça, notamment, que se sont construits les débats. Alors, ce qui a changé par rapport au congrès de Marseille de 2023, cette fois-ci, c'est que Nicolas Maillard-Rossignol a reconnu sa défaite en 2023. Nicolas Maillard-Rossignol soutenait Mordicus, qu'il avait gagné face à Olivier Faure, ce qui a donné lieu à un espèce de spectacle tragicomique chez les socialistes. Il y a eu plusieurs jours de réunions de crise. Et en fait, l'issue de ce cours, qu'est-ce que c'était ? C'était un pacte de gouvernance qui permettait à Nicolas Maillard-Rossignol d'être en quelque sorte le numéro 2 d'Olivier Faure. Dans les faits, n'a jamais vraiment été le numéro 2 du Parti socialiste. Après, c'était vraiment le cas paroxystique des divisions. En 2018, en 2021, à Aubervilliers et à Villeurbanne, Olivier Faure a toujours remporté haut la main. Des divisions qui vont donc perdurer. Merci Mathias. Tu reviens demain pour le prochain épisode de cette série consacrée au congrès de Rennes en 1990. À demain. Chers auditeurs, pour ne pas rater la suite des analyses de Mathias Corasco et le récit de l'historien Gilles Candard, pensez à suivre La Loupe sur les plateformes d'écoute comme Castbox, Spotify ou Podmust. C'est là-bas également que vous pouvez nous mettre des étoiles et des commentaires. Socialiste, les années congrès est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros et Sébastien Salis avec Emeline Dulliot.